Avec l'astuce CSS précédente, nous avons appris à créer et à gérer des effets de transition. Mais ceci se déclenchait automatiquement avec le chargement de la page web. Dans l'exemple illustré à l'écran, au clic de la souris sur une forme géométrique carrée, nous enclenchons une animation diagonale sur une hauteur et sur une largeur de 100 pixels. Et pour cela, nous le verrons, quelques légères instructions JavaScript sont nécessaires. Pour réaliser ces démonstrations, nous avons besoin de récupérer quelques fichiers qui offrent déjà la structure de la page web, sous forme d'ailleurs de fichiers compressés. Et comme vous le constaterez, cette décompression livre le fichier de la page web index.html accompagné de 3 sous-dossiers. Et sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.html pour l'exécuter dans le navigateur par défaut, ce qui n'était pas nécessaire dans mon cas puisqu'il était déjà ouvert. Le carré est bien présent en haut à gauche de la page, et si vous pointez dessus, le curseur de la souris se transforme pour prendre l'apparence conventionnelle d'une main. Mais bien sûr, à ce stade, si vous cliquez dessus, rien ne se produit encore. À la racine du dossier de décompression, désormais, je vous invite à cliquer droit sur ce fichier HTML, et puis dans le menu contextuel qui s'invite, à choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, dans l'entête du code, vous notez la présence des déclaratives au fichier CSS. Le fichier messtyle, soit le premier, est celui utilisé pour structurer cette page web. Pour plus de clarté, nous travaillerons les animations dans un fichier épuré nommé lesstyles. De fait, à la racine du dossier de décompression, toujours, je vous propose désormais de double-cliquer sur le sous-dossier CSS précisément, et puis dès lors, nous allons cliquer droit sur ce fichier lesstyles CSS et choisir là encore de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Deux styles CSS existent déjà. Le premier, nommé des, qui est préfixé du symbole du dièse, car il fait référence à un élément unique dans la page HTML. Il s'agit du calque, div, le div hébergeant tout le texte descriptif. Il est situé juste sous le carré à animer précisément. Le second style, boîte, donc, est celui qui est attaché par l'attribut classe et non plus l'attribut id à ce fameux carré. D'ailleurs, nous allons pouvoir le constater en revenant dans le code de notre page HTML pour trouver précisément cet élément div. Et c'est ce style, donc, ce style boîte, qui lui confère à ce calque ses attributs de mise en forme. Il s'agit de quelques réglages de positionnement, de dimension, mais aussi de police et de couleur. Et c'est l'attribut cursor que vous voyez ici, réglé sur la valeur pointer, qui transforme l'aspect du pointeur de la souris au survol sur le carré. Enfin, c'est l'attribut box shadow qui crée l'effet d'ombre portée. Les décalages à l'horizontale et à la verticale, ainsi que les angles de décalage sont définis, puis les composantes de la couleur de l'ombre sont renseignées. Puisque la structure est déjà conçue et régie par les styles CSS, nous devons désormais nous contenter de définir les réglages permettant d'initier l'animation à déclencher au clic. Et bien sûr, ces attributs doivent être paramétrés dans ce style boîte associé au calque à animer. Et pour cela, je vous propose tout de suite de commencer par ajouter à la fin de ce style, avant l'accolade fermante, quelques attributs en commençant par l'attribut transform suivi du symbole de point pour annoncer l'opération qui va être régie par une fonction, la fonction translate, à laquelle nous allons passer les valeurs 0 et 0 séparées d'une virgule dans un premier temps pour initialiser tout simplement l'emplacement d'origine. Et puis ensuite, comme il est de coutume dans un effet d'animation, nous devons définir une transition, un délai à respecter. Là aussi, avec une méthode, la méthode transform, ce n'est pas la même que l'attribut précédent, que nous allons régler à 500 millisecondes, soit tout simplement une demi-seconde, et nous n'oublions pas bien sûr de fermer cette instruction entre guillemets avec le point-virgule. Pour résumer, l'attribut transform, donc celui-ci, annonce l'animation à régler. La fonction translate permet d'initier le déplacement, mais avec les deux coordonnées à 0, la position d'origine du carré reste telle qu'elle est définie dans la structure de la page. Avec l'attribut transition, donc, nous définissons le laps de temps durant lequel le déplacement doit être opéré. Il est ainsi réglé, comme nous l'avons dit, à une demi-seconde. Il convient, bien sûr, d'enregistrer ces modifications. Maintenant, nous devons définir l'état d'arrivée, soit la position du carré à la fin de l'animation. Pour cela,
nous devons créer un style dérivé du style boîte. De cette manière, les deux styles seront bien liés, donc associés au calque à animer. Et ce second style pourra être appelé par le code JavaScript au clic pour déverser ces réglages sur le calque en question. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, nous nous plaçons après ce style boîte pour créer, premièrement, donc, ce style dérivé qui doit nécessairement porter le même nom, mais avec une nuance, donc bouger arbitrairement. C'est nous qui le nommons comme ça, ce style dérivé. C'est le préfixe qui compte pour la reconnaissance, si vous voulez, par le code JavaScript. Et puis nous prenons bien soin de borner ce nouveau style. Donc, encore une fois pour résumer, le nom du style à la racine, boîte, est bien le même. C'est ainsi que l'association est établie. Le terme en suffixe est arbitraire. Il convient cependant, comme nous l'avons fait ici, de le rendre explicite. Désormais, entre les deux accolades, nous allons ajouter une simple instruction, et puis, tant qu'à faire, puisque nous avons déjà codé une ligne qui est similaire, je vais me permettre de la prélever, et puis de la coller, puisqu'il s'agit d'aboutir cette animation, donc le déplacement en l'occurrence ici, nous allons définir la position horizontale à 100 px pour l'arrivée, et de la même façon, à 100 px, donc 100 pixels, pour l'arrivée en position verticale, donc l'ordonnée. Nous pouvons enregistrer ces modifications, mais bien sûr, à ce stade, si vous rafraîchissez la page web avec le raccourci clavier CTRL F5 et que vous cliquez sur le carré, rien ne se produit. Il manque tout simplement le déclencheur JavaScript pour associer ce second style au premier dans le calque de la boîte. Le déclencheur dont nous avons besoin précisément consiste en un gestionnaire d'événements que nous devons initialiser. Son rôle est d'écouter, entre guillemets, les actions de l'utilisateur sur la page, et plus précisément sur le calque carré. Si un clic est détecté, alors l'association avec le style de fin doit être réalisée. C'est pourquoi je vous invite à revenir dans l'éditeur Notepad++ sur le code de la page index.html. Tout de suite, nous allons basculer dans la section de fin entre les balises du script pour pouvoir coder nos instructions JavaScript en commençant par déclarer une variable, donc var, que nous nommons arbitrairement mais explicitement la boîte, avec un style camel case, c'est-à-dire le B en majuscule, et là nous allons utiliser notre objet document qui fait appel au document en cours, c'est-à-dire la page web en cours, avec une méthode particulière qui se nomme query selector. Elle est très intéressante car elle permet de faire référence à un objet, non plus par son ID, mais par sa classe, le nom de sa classe. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lui passer entre paramètres et entre guillemets, tout simplement, le nom de cette classe, .boîte. C'est ainsi que l'association est effectivement réalisée. Je vous rappelle que dans le cas d'un ID, nous utilisions la méthode document_getElementById. Suite à ça, puisque notre variable objet est désormais initialisée, notre variable la boîte fait référence à ce calque dans la page HTML, celui du carré que nous devons animer. Nous allons l'utiliser pour lui ajouter un gestionnaire d'événements avec la méthode addEventListener, donc qui porte relativement bien son nom. Attention à la casse chameau, camel case, le E en majuscule, le L en majuscule, donc on ajoute un gestionnaire d'événements qui doit intercepter ce clic. C'est la raison pour laquelle en premier paramètre et entre guillemets, nous lui indiquons ce que nous souhaitons observer, ce que nous souhaitons intercepter, le clic, et dès lors que ce clic est avéré sur ce calque, donc nous allons déclencher l'exécution d'une fonction, donc function dans la foulée, et là bien sûr nous ouvrons les accolades pour pouvoir écrire là où les instructions qu'elle héberge. Et en l'occurrence, il s'agit de nouveau de faire référence à notre objet, la boîte, par l'intermédiaire de sa propriété classe list qui va permettre de pointer sur son attribut classe de manière à le basculer avec la propriété dérivée toggle sur le style, nous l'avons dit, dérivé, bouger, c'est-à-dire le nom particulier que nous avons choisi de lui associer en préfixe et que nous mentionnons naturellement, entre guillemets, nous fermons les parenthèses de cette... j'ai dit propriété, alors c'est une méthode, autant pour moi, toggle est forcément une méthode, puisque c'est une action qui est déclenchée, pour pouvoir basculer l'état de cette classe de manière à faire atteindre à notre carré sa position
final tel que le régit notre animation, comme nous l'avons défini dans les styles. Ensuite, eh bien, nous fermons l'accolade de notre fonction, nous fermons la parenthèse globale que nous avons initiée dans notre méthode addEventListener, et bien sûr, eh bien, nous bouclons ces instructions avec un point-virgule. Pour résumer tout de même, car c'est important, il y a de nouvelles notions, cette méthode querySelector, même si je me répète, est utilisée pour rappeler un élément par sa classe et non par son identifiant. Désormais, la variable boîte représente le calque carré. Ensuite, le code JavaScript a besoin d'écouter les actions. C'est la raison pour laquelle nous exploitons cette méthode addEventListener. Cette méthode déploie une fonction à appeler chaque fois que l'événement spécifié en premier paramètre est envoyé, celui du clic. Dès lors que le clic est constaté, nous basculons le style du calque sur le CSS dérivé reconnu par ce suffixe bouger. C'est ainsi que le carré donc va prendre sa position finale en respectant la durée de transition. Et c'est la propriété classList, bien entendu, qui permet effectivement de faire référence à un style par son nom, tandis que la méthode toggle permet de faire cette bascule. Donc, au premier clic, le style dérivé est additionné normalement, et au second, il est enlevé, et ainsi de suite. C'est ce que nous proposons de constater en basculant sur notre page web, en la rafraîchissant par le raccourci clavier CTRL F5 pour actualiser les caches. Et désormais, si vous cliquez sur le calque, eh bien vous constatez qu'il prend sa position finale. Et si vous cliquez une nouvelle fois sur ce même calque, eh bien il reprend sa position d'origine, il fait le chemin inverse, toujours en respectant le délai. Nous avons donc abouti une deuxième astuce permettant de réaliser un effet d'animation avec une simplicité et une interactivité assez intéressantes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations, astuces et vidéos sur le site bombache.fr. Je vous remercie.